Madame Mabunda, c'était aussi un mauvais choix pour l'Assemblée nationale, deuxième institution du pays. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. On évite le triomphalisme. On a vu que Madame Mabunda a perdu, mais elle a perdu avec plus de 200 voix. Et donc en perdant avec plus de 200 voix, c'est qu'il y avait 200, c'est que le FCC peut encore compter sur la loyauté de 200 élus à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre n'a plus de majorité depuis hier. Il a été porté au pouvoir par la majorité FCC cash. Nous considérons que le Premier ministre serait beaucoup plus galant en démissionnant lui-même, mais s'il résiste, la nouvelle majorité peut facilement monter une motion de censure qui va pouvoir le balayer sans problème également. L'institution de Janine Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale, c'est la fin du FCC. Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro. Code 243 reçoit aujourd'hui l'honorable Claudel André Lubaya, qui est aussi président du parti UDA, avec qui nous allons aborder ces sujets. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir de recevoir Code 243. Merci. Madame Janine Mabunda a été déçue hier et selon vos analyses, le FCC tend vers la fin. Au-delà de l'euphorie qui a caractérisé le vote d'hier, j'ai un devoir dont je dois m'acquitter. C'est celui de saluer la sportivité et le fair play du PPRD auquel appartient Madame Mabunda et du FCC comme regroupement politique qui avait porté Madame Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale. Sportivité et fair play qui ont permis de faire avancer notre démocratie parce qu'ils ont concédé la défaite, ils ont concédé la victoire à l'Union sacrée sans contestation. Et ça, c'est quelque chose à saluer. Maintenant, ce qui est arrivé hier, c'est une suite logique, à mon avis, de l'accumulation des erreurs stratégiques de la part de l'autorité morale du FCC. D'abord, le mauvais choix du dauphin à l'élection présidentielle. Ensuite, le mauvais choix du candidat premier vice-président du Sénat. Ça fait une défaite, deuxième défaite. Et puis, Madame Mabunda, c'était aussi un mauvais choix pour l'Assemblée nationale, deuxième institution du pays. Elle a été, pendant les 2 ans qu'elle est restée à la tête de cette institution, elle a été plus un élément conflictogène, un élément de conflit entre les institutions et une activiste. Et donc ça veut dire que tout simplement c'était une accumulation des erreurs. Maintenant vous dites, est-ce que c'est la fin du FCC? Oui. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ce qui s'est passé hier ne doit pas nous faire perdre de vue que le FCC est un grand mouvement politique qui y a des personnalités d'un certain niveau, beaucoup de responsables qui peuvent également tirer les conséquences de ce qui s'est passé hier et essayer de repartir à nouveau vers de nouvelles batailles. Ils l'ont annoncé de toutes les façons. Et en l'annonçant, est-ce que ça sera facile pour eux? Justement, c'est ça qui doit nous faire réfléchir et nous éviter de rester dans un certain triomphalisme et considérer que la bataille est gagnée d'office. Nous avons encore des échéances devant nous et à ces échéances, nous aurons toujours à affronter le FCC. Et donc, il ne faut pas qu'on le minimise, il ne faut pas qu'on sous-estime l'adversaire. Peut-être que le plus dur est encore à venir. Nous avons le prochain bureau à élire, nous avons le prochain gouvernement à investir, nous avons des initiatives de contrôle parlementaire à pouvoir faire, ainsi de suite. Et tout ça, le FCC peut bloquer, tout comme le FCC peut s'ériger pratiquement en une force concurrente qui peut chercher à récupérer l'espace perdu. Et donc pour moi, ici j'insiste, que nous ne puissions pas considérer que ce qui s'est passé hier a mis fin à l'existence du FCC. Ça l'a affaibli, ça il faut l'admettre, mais ça a démontré aussi la faiblesse de sa stratégie, il faut également l'admettre. Ça a démontré également
une fissuration dans les rangs, ça il faut également l'admettre, mais ce n'est pas pour autant. Ce n'est pas pour autant qu'il faille déjà tirer une croix sur le FCC, dire que le FCC a disparu. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui croient en l'autorité morale du FCC, tant qu'il y aura des hommes et des femmes qui s'engagent en l'autorité morale du FCC, pour l'autorité morale du FCC, moi je voudrais ici qu'on évite le triomphalisme. On a vu que Mme Mabunda a perdu, mais elle a perdu avec plus de 200 voix. Et donc en perdant avec plus de 200 voix, c'est qu'il y avait 200, c'est que le FCC peut encore compter sur la loyauté de 200 élus à l'Assemblée nationale. Et donc avec 200 élus, on ne peut pas considérer que c'est la mort, mais c'est peut-être aussi le début de la désintégration. 281 sur 460 députés ont voté pour la déchéance. Et à ce stade, est-ce que le chef de l'État peut-il nommer un informateur? Vous savez, ce qui s'est passé hier n'a été qu'un vote. Et ce vote a permis d'avoir plus ou moins une idée des forces en présence à l'Assemblée nationale, laquelle Assemblée va pouvoir se bipolariser entre le FCC et l'Union sacrée. Quand on considère les 281 voix obtenues par le candidat, qui ont fait des choix à Mme Mabunda, ça veut dire qu'il y a 281 personnes qui ont adhéré à l'Union sacrée et qui peuvent d'office constituer sa nouvelle majorité. Ce qui ouvre la voie au président de la République de pouvoir nommer un informateur pour qu'il puisse identifier formellement cette majorité et s'assurer qu'elle existe et qu'il ne s'agit pas seulement de l'émotion ou tout simplement de la sanction qu'il fallait donner à Mme Mabunda, mais qu'il s'agit des personnes engagées désormais à adhérer à une nouvelle logique, à une nouvelle dynamique que nous appelons, que le président de la République appelle l'Union sacrée et qui peuvent accompagner tout le travail qu'il compte faire dans ce cadre-là. Vous êtes aussi d'accord que le président de la République, en nommant un informateur, n'a pas violé la Constitution? Madame, je l'ai dit correctement. Je crois qu'à l'Assemblée nationale, depuis hier, la majorité a basculé. Mais il faut maintenant formellement l'identifier. Et l'identification de la majorité, l'identification d'une majorité à l'Assemblée nationale, ce n'est pas un travail d'appel nominal, c'est un travail d'une personnalité de la République nommée et à laquelle le président de la République confère la charge de procéder à l'identification des hommes et des femmes qui acceptent de faire partie de cette majorité. Et donc pour ça, ce n'est pas violer la Constitution, non, c'est plutôt dans les prérogatives du président de la République, prérogatives qu'il doit assumer et qu'il doit assumer très rapidement à ce stade. À ce stade, comme vous le dites, est-ce qu'on peut évoquer la démission du Premier ministre? Le Premier ministre n'a plus de majorité depuis hier. Il a été porté au pouvoir par la majorité FCC Cash. Et cette majorité qu'on appelait jusqu'à dimanche passé la coalition FCC Cash, cette majorité n'existe plus depuis hier dans la mesure où le bureau qui avait été mis en place par cette coalition a été défait. Dès lors, ce bureau qui a été défait a aussi contribué à la mise en place, à l'investiture de ce gouvernement. Et donc le gouvernement a perdu la confiance, il a perdu la confiance de l'Assemblée et devra se démettre sans avoir besoin d'attendre d'être poussé à cela. Donc pour nous, nous considérons que le Premier ministre serait beaucoup plus galant en démissionnant lui-même, mais s'il résiste, la nouvelle majorité peut facilement monter une motion de censure qui va pouvoir le balayer sans problème également. Mais je crois que pour la stabilité du pays, pour la stabilité de nos institutions et pour la beauté de notre démocratie, je fais confiance en la sagesse du Premier ministre, qui est un patriarche très sage. Et je suis sûr et je suis convaincu qu'au vu de ce qui s'est passé hier, il saura en tirer toutes les conséquences qui s'imposent en remettant sa démission au président de la République, ainsi que celle de son gouvernement, pour lui permettre de désigner allègrement un informateur qui devra identifier la nouvelle majorité, parce que celle qui avait investi le Premier ministre n'existe plus depuis hier. Okay. Hier, après la déchéance de Mme Mabunda, le peuple s'est exprimé aussi à sa manière. Ils disent que le président
Le président du Sénat, Alexis Tambwe Mwambada, a déjà préparé ses bagages. Est-ce que vous êtes aussi à l'idée C'est deux chambres. L'Assemblée nationale et le Sénat, c'est deux chambres. Moi, je fais partie de la chambre basse du Parlement, qu'on appelle l'Assemblée nationale. Nous avions notre cahier de charges, notre pétition contre Mme Mabunda. Cela a été fait, c'est passé par un vote et c'est réglé. Je refuse ici d'entrer dans un autre débat. En ce qui concerne la chambre haute que je respecte, le Sénat, ils ont leur propre organisation, ils ont leur propre règlement intérieur. C'est à eux seuls de décider, soit de changer, soit de maintenir les équilibres qu'ils ont à ce jour. Nous l'avons décidé chez nous, c'est aux sénateurs de décider. Mais je n'ai ni une opinion à émettre sur ça, ni une influence à apporter en ce qui concerne le Sénat. Dans l'un des discours du chef de l'État, je crois bien c'était à Londres, il avait déclaré en disant que l'année 2020, c'est une année d'action. Au cours de cette année, enfin nous tendons déjà vers la fin de l'année 2020, nous avons connu beaucoup d'événements en tout cas. Nous avons connu la démission de Benoît Luamba. C'est pas une action. C'est pas une action. C'est pas une action? Non. Comment ça, c'est pas une action? C'est pas une action. Lorsque le président de la République parle d'action, de l'année de l'action, il parle des actions tendant à améliorer le vécu quotidien de la population. Il parle des actions tendant à améliorer le social des citoyens. Il parle des actions tendant à revoir, à diminuer le chômage. Malheureusement, dans le contexte qui a été celui de 2020, où les institutions se sont rejetées mutuellement, malheureusement, il s'est fait avec le gouvernement aussi, qui a été pratiquement aux abonnés absents sur terrain. Ça fait qu'aujourd'hui, au 11 décembre 2020, nous n'avons pas senti, en termes du social, des avancées. Hélas, on n'a pas senti ça. Comment le social va avancer alors que les institutions sont en guerre? C'est ce que j'explique. C'est ce que j'explique justement. C'est ce que j'explique. Que les actions, l'année de l'action dont le président de la République a parlé, ce n'est pas l'année de la démission. La démission du président de la Cour ou la destitution de Mme Mabunda et consorts, ça c'est pas l'action. L'action dont le président de la République a parlé, et il faut restituer ça dans le contexte, l'action dont a parlé le président de la République, c'est l'amélioration du vécu quotidien de la population. À ce stade, nous savons dans quel contexte s'est déroulé le fonctionnement des institutions au cours de cette année. Et c'est ce qui a fait justement que personne, d'un côté comme de l'autre, n'a pas pu sortir du bois pour pouvoir apporter des réponses précises à ces préoccupations sociales de la population, pour consacrer l'action dont avait parlé le président au cours de son message à la nation devant le Congrès. Et donc nous considérons que sur ça, c'est un crédit à reporter à l'année 2021 pour que très rapidement le président de la République désigne l'informateur qui se dote d'un bureau, enfin qui se dote d'un gouvernement, mais en même temps aussi que l'Assemblée nationale se dote d'un nouveau bureau, que tous et chacun se mettent réellement au travail. Est-ce que l'informateur dont tout le monde attend, on attend un informateur? Je refuse de mystifier l'informateur. Je refuse de mystifier l'informateur. Ça ne sera pas une première dans ce pays. Il y en a déjà eu d'autres. Il y en aura encore d'autres. C'est constitutionnel, tout simplement. Non, je pense ici que la Constitution n'a pas dit de quel bois doit sortir l'informateur. La Constitution dit simplement que le président doit désigner un informateur. Point barre. Peu importe là où le président va le choisir, pour autant qu'il lui aura conféré, selon son pouvoir discrétionnaire, la qualité d'informateur, c'est suffisant. Et c'est cet informateur qui fera son boulot. Donc ici, je refuse de le mystifier. Il ne va pas venir avec un bâton ni une baguette magique, pas du tout. Il va venir, il va faire son travail, c'est-à-dire identifier les principales forces en présence pour voir lesquelles vont faire partie de la nouvelle majorité et lesquelles vont aller ou rester dans l'opposition. Point barre. Il fera rapport au président de la République. La Constitution lui donne 30 jours pour ça. À défaut, ça peut être renouvelé de 30 jours encore. Et après son rapport, il reviendra au président de la République de trancher. Soit de le reconduire lui-même informateur, cette fois-là aux fonctions de Premier ministre, soit de trouver un autre
pour en faire un Premier ministre. Donc ça, ce sont les attributions, c'est le pouvoir du chef de l'État sur lesquels nous ne devons pas passer notre temps à commencer à faire des commentaires. La coalition FCC cache, cette coalition a pris fin, mais est-ce que le chef de l'État, avant d'aborder totalement ma question, le chef de l'État, lors de son adresse le dimanche passé, il a reconnu ouvertement que son mandat a été coincé pendant 2 bonnes années, et alors il s'est décidé de rompre, de finir avec ses mariages. Est-ce que c'était nécessaire d'attendre, d'être bloqué pendant 2 ans? Vous savez, je ne suis pas porte-parole du président de la République, mais je pense que 2 ans, c'est énorme, parce que pendant 2 ans, le pays n'a pas attendu. Pendant 2 ans, le chômage n'a pas attendu. Pendant 2 ans, l'insécurité à l'Est n'a pas attendu. Et pendant 2 ans, la souffrance et la misère n'ont pas attendu. Ça fait 2 ans de perdu. Il en reste 3. Mais en fait, réalité, il en reste 2. Parce que la 3e, nous serons en pleine campagne et en pleine élection. En fait, il en reste 2. Il appartient au président de la République qui avait et qui a des promesses électorales faites en 2018 aux populations de notre pays dans les différentes provinces du pays. Et donc c'est à lui qu'appartient le moment venu de rendre compte. Et il rendra compte. C'est son devoir de redevabilité. Il lui reste 2 ans. C'est à lui et à lui seul qui revient également la charge de tracer la voie et de dire qu'est-ce qu'il compte pour ces 2 ans, à faire pour ces 2 ans qui restent. Parce que ce sont les 2 ans qui sont déterminants, y compris pour son propre avenir politique. Merci beaucoup, M. Claudel. Monsieur Claudel André Loubaya, merci de nous avoir reçus. Merci à tout le monde. Merci à Platini Bukaka. Restez toujours connectés sur Code 243 et sur notre grande page Facebook. Jetez un coup d'œil, laissez-nous vos commentaires, laissez-nous vos questions, comme d'habitude. Merci, bye bye.